330 milliards, faites la somme. Rien que l'éducation, c'est 232 milliards. Rien que les transports, c'est 550 milliards. La défense, c'est 550 milliards. L'église, c'est 530 milliards. Mais les 5 ministères qui hébergent 90% des Sénégalais, c'est 330 milliards. C'est là où on se dit que ce que j'attends des publics, c'est qu'il y ait une loi de finances rectificative. Au moins, vous chiffrez le budget, là, surtout les Sénégalais. Parce que ça peut être photo yu baax ay photo individuel quoi public photo individuel. Une question très intéressante de M. Létrégissin, d'ailleurs, merci beaucoup, c'est de savoir ce que nous sommes devenus. Donc, on va tenter d'y répondre, c'est une question très très difficile. Je vais inviter tout le panel à répondre à cette question. Je vais commencer par Fatou. Merci beaucoup pour la question, que je me pose souvent, ça c'est vrai. Et parfois, avec du recul, je pense que même si on vient à l'étranger ou bien en voyage, je pense que peut-être un premier élément de réponse, c'est que je me dis, au Sénégal, on était un peu dans notre bulle, dans la sous-région, en Afrique, sur le continent et à l'extérieur, on est cité souvent comme exemple. Et je me dis, on est resté sur cette surcote qui fait qu'on n'a pas vu le reste passer. Donc on s'est beaucoup reposé sur nos lauriers. Là, on a parlé des différents secteurs, mais aussi en tant qu'être humain, citoyen sénégalais, comment je m'adapte et comment je fonctionne dans ma société, moi-même, et par rapport aux autres, à mon environnement. Donc il y a tous ces changements-là, je me dis, que ce soit dans nos familles, le cercle amical, professionnel, etc., comment on interagit les uns avec les autres. Et je pense qu'on est en train de se réveiller. Le réveil est brutal. Et on se rend compte du retard qu'on est en train de prendre sur beaucoup d'aspects, pas que sur les aspects de développement, etc., même sur l'aspect politique, parce qu'on a toujours été cité en exemple. Et je pense qu'on s'est beaucoup trop reposé sur nos lauriers, confinés en nous-mêmes, et on a perdu de vue peut-être la vision, l'axe qu'on souhaitait avoir. Et au fond, au bout, on n'a pas vraiment de vision au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas où on peut aller, même malgré l'avenir, on parle des ressources naturelles ou autres. Mais que veut-on devenir en fait d'ici 5, 10 ans, 50 ans? Donc c'est une très bonne question et je pense qu'il est temps peut-être qu'on commence à y réfléchir. Sommes-nous devenus... Bon, je pense que Fatou a couvert l'essentiel des points qui sont classiques par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense aussi qu'on doit se poser la question par rapport à ce que nous sommes devenus. Qu'est-ce que nous voulons changer? Je pense que c'est toujours un problème. À mon avis, quelque chose de très important qui est un peu en filigrane de tout ça, c'est l'espoir. Je pense que ce qui est immatériel, il y a des choses qui peuvent être gérées. Avoir les bonnes personnes aux bons endroits, créer des systèmes pour permettre de recruter des agents importants dans l'exécution, parce qu'on parle d'effectivité, et pour avoir une effectivité, il faut qu'on leur mette les bonnes personnes aux bons endroits. Mais je pense que ce qui est ici très important, c'est garder quelque chose d'immatériel vivant, c'est l'espoir. Parce que quand on nous raconte des histoires assez régulièrement d'oncles et de tantes qui sont dans des films à l'aéroport et qui voient, on en parle beaucoup, c'est devenu même Nicaragua, c'est des personnes parfois qui partent en ayant pris 5, 6, 7 millions pour quitter le pays. On leur fait revenir, ils travaillent encore, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de générer la richesse pour repartir. Donc je pense que la première chose qu'on doit refaire pour que notre devenir soit plus, disons, qu'on ait envie de changer les choses, c'est de garder l'espoir. Et cet espoir-là, je pense que c'est nous tous qui devons forcer le destin. On ne quémande pas l'espoir, on doit le forcer, à mon avis. Alors, donc, juste pour peut-être rebondir un peu sur ce qui a déjà été dit, pour moi, il y a, je pense, un vrai, bon, c'est peut-être un cliché de le dire, mais un clash intergénérationnel, en fait. Il y a disons, une société qui existait jusqu'à il y a peut-être 5-10 ans, qui avait un moyen de fonctionner, qui a aujourd'hui complètement révolutionné par tout ce qui est
par les politiques publiques, etc. Et aujourd'hui, pour moi, les politiques publiques ne se sont pas intéressées à ce problème. Depuis 40 ans, on parle de moins d'État, mieux d'État et ce genre de stupidité-là. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, il faudrait plus d'État, il faudrait des États forts. On confond souvent tout ce qui est démocratisation de nos États, etc., contre la faveur versus l'appui de la force d'un État. Et pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. Et donc aujourd'hui, il faudrait en fait que les politiques publiques, nos politiques publiques, se renforcent en matière de planification et en matière de delivery, donc ce qu'on appelle la mise en œuvre des politiques publiques, pour pouvoir aujourd'hui prendre en compte, déjà planifier en fait, le monde qui vient, parce que c'est un monde, comme je l'ai dit, où des jeunes peuvent évoluer en parallèle du système. Donc il faut voir comment les intégrer, réfléchir à une intégration holistique un peu de notre économie, des différentes couches de la société, et de pouvoir voir comment après que l'État puisse subvenir aux besoins en santé, éducation, etc. pour ces gens-là. Et ensuite, le reste viendra. Je pense qu'après, on aura défini en fait, une société qu'on veut, la société qu'on veut, on va dire ça. Et après, donc une fois qu'on a défini ça, je pense que les choses vont suivre et on aura recréé, entre guillemets, un peu notre contrat social, on va dire. Et c'est un peu effiloché ces dernières années. Merci Michael. Moi je vais partir de là où tu as conclu le contrat social. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Pour moi, nous sommes devenus une société en perte de repère. Une société dans laquelle il y a une rupture dans la transmission des valeurs. Aujourd'hui, la majorité de la population, je pense que 70% de la population a moins de 35 ans, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu le privilège que j'ai eu, moi, d'entendre ma grand-mère me raconter et me chanter les contes traditionnels avec toutes les valeurs qu'ils véhiculent et qui m'ont formaté et sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour devenir la citoyenne que je suis aujourd'hui. Je pense que nous sommes un peu comme une plante qui s'est déracinée. Tant que les racines sont profondes, l'arbre peut s'élancer très très haut et étendre ses branches très loin. Dès qu'on coupe ces racines, il n'en reste plus rien. Donc, je nous compare souvent à des sociétés asiatiques. Je pense à la société japonaise, à la société coréenne, qui se sont appuyées sur leurs valeurs traditionnelles pour réussir leur émergence économique. Nos valeurs, elles sont là, elles sont toujours vivantes. L'une d'entre elles qui est fondamentale, c'est la valeur de dialogue, et c'est celle-là que demain Sénégal cherche à faire revivre. Nous devons nous reparler. Nous devons, c'est notre système traditionnel est fondamentalement inclusif. Nous avons une culture de la communauté. Nous devons faire en sorte de la faire revivre dans nos modèles de gouvernance. Nous ne nous en sortirons pas si nous n'arrivons pas à rendre effective la décentralisation et la démocratie participative. Tant que nous sommes dans des systèmes, on l'a dit tout à l'heure, avec des pouvoirs exorbitants pour le chef de l'État, et en face, pratiquement pas de responsabilité, il est difficile de rendre compte plus démuni de la nation. Nous avons parlé des talibés tout à l'heure. Moi, je parle des enfants de la rue. Ces enfants de la rue
honte nationale, parce qu'une société qui traite comme ça ses enfants est une société profondément malade. Donc, je pense que le substrat, il est là, toujours, et il est magnifique. Le Sénégal est un pays magnifique. Si nous sommes une exception, ça n'est pas par hasard. C'est parce que nos valeurs culturelles nous ont permis de combler les défaillances, là où dans d'autres pays, ces défaillances ont conduit à des guerres et à des situations tragiques. Simplement, ça a été dit, il ne faut pas que nous continuions comme ça à nous reposer sur nos lauriers parce que l'heure est grave. Donc, voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour avoir un bien-être partagé. Ce qu'il va falloir, vraiment là où il va falloir que nos gouvernants fassent preuve de génie, c'est pour recréer ce ciment. Alors, pour répondre à cette question holistique, très holistique, il y a vraiment des angles d'attaque. Moi, je pense qu'il y a une génération qui est en train de disparaître, une autre génération qui vient. Et nous sommes une génération intermédiaire. Nous avons assisté à tout, à téléphone, réseau Internet. Vraiment, on a eu la chance d'assister à tout. Mais je pense que nos enfants n'ont pas assisté à ce que nous avons assisté. C'est pour cela que je dis que si nous voulons éduquer nos enfants comme on nous a éduqués, parce qu'il y a toujours quelque chose il y a un écart. Et je pense que même sur le plan politique, les études qu'on avait faites, on a vu que le peuple maintenant ne veut plus être souverain. Quand on parle du peuple, on parle de souveraineté. Il nous regarde, c'est quoi souveraineté? Parce que lui maintenant, ce peuple-là veut être surveillé. Il veut regarder l'homme politique, son niveau de richesse, comment il vit. Comment on peut être politique, avoir un salaire de 2,5 millions, avoir 10 mois. Il te regarde comme un vol. Quel que soit ce que l'homme politique dit, il voit un vol. Et là, il en veut à cet homme politique, à mort. Et je pense qu'il faut que l'homme politique maintenant comprenne qu'il doit faire la politique comme il va utiliser la pédagogie par l'exemple. Si on veut que les gens pensent qu'il gère les choses d'une manière saine, les gens regardent sa famille, sa façon de vivre, comment il vivait avant, comment il vit maintenant. Et donc, pour moi, tant qu'on ne règle pas ces questions-là, les seniors vont continuer à dire que ces enfants sont indisciplinés. Alors que ces enfants vont penser que ces seniors-là n'ont rien compris. Ils volent, ils mentent, ils font ce qu'ils veulent que nous les suivons. Je pense que donc, c'est dur, c'est pour cela qu'on est en train de vivre un moment extrêmement difficile où les gens se tuent. Mais pour moi, on est en train de vivre ce changement-là. Comme le disait Seigneur Abdullah Baké, si nous marquons sur le baisse, il y a un pour moi, on est en train de vivre ça. Il faut que les hommes politiques nous aident à accompagner avec beaucoup d'intelligence la puissance. Merci beaucoup. On va prendre un deuxième round de questions. On va commencer par monsieur, parce qu'il était au début tout à l'heure. Est-ce que, je n'ai pas encore eu de dame, à part madame, est-ce qu'il y a une autre dame dans la salle qui veut poser une question? Sinon, on va continuer d'accord. On va prendre monsieur, on va prendre Bintou ensuite, et on va essayer de répartir géographiquement. Donc, monsieur d'abord. Je vous remercie. Je me sens fortement interpellé par le débat. Je n'étais pas venu pour prendre la parole, mais là, il faut effectivement prendre la parole. Je félicite les auteurs de cette étude. Je pense que c'est une étude extrêmement intéressante. Je les félicite pour l'étude, mais je les félicite également pour avoir pris l'initiative de provoquer cette rencontre. Alors, toutes les questions sont abordées. Au Sénégal, tout est priorité. Le problème principal, c'est par où commencer. Il y a un proverbe guinéen qui dit « le poisson pourrit par la tête ». C'est par la tête qu'il faut commencer.
Et là-dessus, notre ami à la chemise blanche a expliqué beaucoup de choses assez intéressantes. C'est-à-dire que ici au Sénégal, tout le monde est intelligent. Notre ami l'a dit tout à l'heure. Il dit ceux qui gouvernent sont aussi intelligents que nous. La question c'est, est-ce que cette intelligence est consacrée aux problèmes qui se posent et à nos solutions, ou bien est-ce que c'est c'est autre chose qui préoccupe? Quand on parle de la corruption, par exemple, mais c'est parce que ceux qui gouvernent n'ont pas ce souci de combattre la corruption, et qu'il y a la corruption. Si vous gouvernez, et que vous gouvernez de façon propre, et que ceux qui sont derrière savent que s'ils se laissent corrompre, ils vont payer le prix, mais vous allez gagner votre combat contre la corruption. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne gagnerez pas le combat contre la corruption. Alors, ensuite, moi je crois qu'il y a un problème de vision. Je suis candidat. J'ai déposé quelque chose au Conseil, je n'entre pas dans les détails, je dis je suis candidat. La vision. On a parlé de l'école. Vous-même, vous avez dit l'intégration des Dara dans le système. Mais attendez, on n'a pas réinventé notre système éducationnel. Depuis l'époque coloniale, c'est les colons qui ont décidé de séparer les Dara et de combattre les Dara. Et nous, on a continué comme cela. Le Dara continue d'être un espace où on édule, mais qui est séparé. Il faut rassembler tout ça. Les langues maternelles. Cheikh Anta a déjà démontré qu'on peut utiliser les langues maternelles pour porter les questions les plus pointues de la science aujourd'hui. Est-ce qu'on le fait? Non, les langues sont marginalisées. Je prends le cas de la santé, on n'a pas réinventé notre système de santé, etc., etc., etc. Donc, moi je pense vraiment que c'est là où je vais terminer. J'ai quelques difficultés à voir un peu comment on va articuler la décision politique et les problématiques fondamentales pour avancer. Souvent, les candidats, ils réunissent des experts, soi-disant, parfois même de bons experts, mais qui s'en produisent quelque chose, on dit, voilà le programme. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai eu des problèmes avec certains de mes amis, et dit, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que le leader politique qui veut régler les problèmes du Sénégal doit avoir une vision. Mais cette vision-là, elle est déclinée par ce travail-là. Ce travail-là, quelqu'un qui veut diriger ce pays, s'il s'appuie sur ça, sur la santé, sur l'école, sur la bonne gouvernance, etc., ce qu'il faut faire, c'est à la base que les gens doivent étudier et dire voici les problèmes et voici comment, et ça va les impliquer dans la solution. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Je commence à avoir beaucoup dit. Je vous remercie. Merci. Je termine sur un point qui me paraît essentiel, c'est les politiques. Quelqu'un a dit tout à l'heure, les politiques sont, vous avez dit, beaucoup de politiques sont. Je préfère cette expression. Il ne faut pas, à mon avis, globaliser les approches. Parce que de toute façon, le monde n'a pas encore trouvé une formule différente de la politique pour se gouverner. La politique, c'est là qu'il faut mener les combats pour assainir les choses. Mais toute homme politique, toute femme politique sort d'une famille et tout le monde n'est pas mauvais. Et ça, je crois que quand même, c'est moi à ce. Merci. Alors, je me présente comme quelqu'un de très citoyen, quelqu'un qui
Aujourd'hui, nous sommes des jeunes qui avons étudié dans de grandes écoles, qui avons des responsabilités dans de très grandes boîtes multinationales et nous faisons même partie du pouvoir décisionnel. Donc il ne faudrait pas que dès lors que les jeunes ont des revendications, que l'on pense si ces jeunes sont mal éduqués, qu'ils sont manipulés, qu'ils ne savent pas en fait ce qui se passe. De la même manière qu'on assiste à un phénomène, c'est qu'on a une perte de référence. C'est lié à tout ce qui est valeur. On a justement des personnes âgées en fait qui font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et la malhonnêteté intellectuelle, c'est le problème justement de tous ces piliers là qui sont cités en bas au niveau de la présentation. De deux, on a un problème de responsabilisation. Tout le monde vit ses responsabilités dans ce pays. Personne n'est responsable de rien. Et ce qui fait qu'on ne sanctionne jamais. Si on a un problème de malhonnêteté intellectuelle, de responsabilisation, un problème de sanction, comment est-ce qu'on peut justement prétendre à une certaine évolution, atteindre un certain idéal social? Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites preuve justement d'humilité, les hommes politiques. Arrêtez juste de parler, prenez le temps d'écouter les revendications des gens et arrêtez de nous faire croire à des choses qui n'existent pas. Les gens sont éveillés. Je suis là en tant que citoyen simple, je ne fais partie d'aucune organisation politique et je suis là invité par Madame Fossé. J'ai le plaisir en tout cas de constater l'énorme travail que vous avez fait. Je voudrais d'abord vous en féliciter et vous encourager à passer à un autre level avec un 5e bloc des mêmes éléments dans ce secteur. Je voudrais pour ma question contribution prendre le prétexte de la question du doyen sur les deux niveaux, français et wolof. Mais je vais faire la dichotomie. Il a dit qu'est-ce que nous sommes devenus. Cela suppose que nous étions bons et que nous avons chuté. C'est à partir de quand? Est-ce que lorsque nous avons été émancipés après la colonisation et que nous avons été laissés à nous-mêmes, est-ce que nous avons su développer ce qui était là? Est-ce que nous avons su apporter une valeur ajoutée à ce dont nous avons hérité ou pas? Et à mon avis, la question c'est que depuis qu'on a été laissés à nous-mêmes, on a chuté. Donc, qu'est-ce que nous sommes devenus ne me paraît pas être la bonne question. Ça me rapporte au wolof, que je comprends mieux. C'est pertinent et c'est pertinent depuis le début. Depuis qu'on nous a laissés à nous-mêmes, on n'a pas su faire mieux que ce que nous avions, la mondiale. Et pour tenter de répondre à cette question-là, il faut challenger tout le monde et à tous les niveaux. Il ne faut pas tout simplement étiqueter les hommes politiques. Moi qui suis citoyen, quelle est ma relation avec la chose politique, la chose publique? Lorsque je garde ma voiture sur la voie publique et que les autres klaxonnent derrière moi, lorsque j'utilise mal l'espace public et que les gens en souffrent, mais est-ce que je ne fais pas pire que l'homme politique qui a détourné les deniers publics? Mais moi-même, je suis en train de détourner des deniers publics qui ne sont pas de nature numéraire, c'est tout. Je suis en train de détourner des deniers publics en occupant illégalement l'espace public. Je suis en train de détourner des deniers publics en me garant à un endroit où il n'est pas permis de se garer. Je suis en train de détourner des deniers publics en salissant les rues. Parce que les emprunts qu'on va faire avec le service de la dette, pour la plupart relèvent de comportements citoyens, d'indiscipline qui font que ces
c'est le coût de cette indiscipline-là qui fait que les personnes détournent de façon, en tout cas, autre que ce que nous connaissons. Donc, je pense qu'il faut partir de l'éducation citoyenne. Il faut partir par identifier les besoins, comme vous l'avez fait, à ces différents niveaux, santé, éducation, bonne gouvernance, etc. Quels sont les autres leviers qui doivent supporter notre développement? Et à partir de là, mettre en place des équipes qui sont performantes, qui vont partir du diagnostic, de la prescription, de l'exécution des prescriptions, de leur évaluation et de l'amélioration. Et quelqu'un l'a dit, les ressources sont là. Maintenant, est-ce que toutes ces ressources-là sont impliquées dans ce qui nous est arrivé? Pour la plupart du temps, tous les supposés intellectuels ont par moment dit que la politique était un peu sale, je ne peux pas y toucher, etc. Nous sommes tous fautifs. Parce que la plupart d'entre nous n'avons pas voulu mettre le pied dans le champ politique pour apporter des changements, amener des choses nouvelles et faire les choses telles que nous les envisageons. Nous l'avons toujours fait dans nos salons, dans nos chambres à manger, devant la télé, etc., etc. Maintenant, pour ce changement générationnel, moi je dis, pour terminer sur ce point-là, que nous ne pouvons pas réinventer. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous fûmes qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut s'adapter au déroulement du monde. On ne peut pas être à part et que le monde fonctionne à part. Nous devons nous mettre au rythme du monde. Et pour cela, il faut un point de départ. Un point de départ qui fait partie, qui part d'un diagnostic, qui met la bonne équipe qu'il faut, qui met les bonnes personnes qu'il faut, qui les surveille et qui le laisse dérouler sur la base d'un programme qui est clairement établi et sur la base duquel tout se fera de façon naturelle. Je vous remercie. On est en train de se battre contre le temps, donc vous êtes nombreux à m'appeler, je suis vraiment désolé. Je vais prendre une ou deux dernières interventions, je vais revenir vers monsieur, et malheureusement après on va devoir clôturer. On aura l'occasion de discuter un petit peu plus une fois le cocktail ouvert. Mais je m'excuse vraiment à toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste une question. Je vais demander, excusez-moi, je vais demander aux dernières interventions d'être très courtes, parce qu'on a vraiment largement dépassé notre temps. Merci beaucoup. Donc, juste une précision. Donc, pour répondre à mon collègue Alim, juste pour préciser, le conseil Alim Dem, membre de MIMI 2024, enseignant-chercheur au département d'histoire, faculté des lettres et scientifiques. Vous voyez pourquoi j'ai pris la parole. Voilà, donc c'était juste pour préciser que hier, le conseil d'administration de l'UQAM, dont je suis membre, a, sur proposition de la faculté des lettres, autorisé la création de deux instituts. L'Institut des langues nationales, l'Institut des sciences religieuses. Ces deux instituts viennent s'ajouter à l'Institut d'égyptologie. L'approche endogène est déjà prise en compte par la faculté des lettres. Ça, c'est un membre de la faculté des lettres de l'Assemblée de partie de l'Union. Pour terminer un peu sur la question des crises générationnelles, c'est pas nouveau. Ce qui était là en 1988, c'est rappel d'un chef d'État qui avait parlé de pseudo-jeunesse malsaine qu'il faudra assainir. Aujourd'hui, c'est cette pseudo-jeunesse malsaine qui nous dirige. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Cheikh Badiane. Je suis fonctionnaire du Bureau international du travail. Je suis également membre de Sursaut citoyen, en même temps l'avenir Sénégal du Libre. Je pense que je voudrais d'abord féliciter et remercier nos amis de Demain Sénégal pour cette excellente étude qui nous permet, disons, de nous rafraîchir la mémoire par rapport à des choses que nous connaissons, si je puis dire. Parce qu'au fond, quand on regarde les résultats de cette étude, on serait presque tenté de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel en termes, disons, de ressenti ou de vécu des populations. Et l'autre élément, c'est que, en fait, la composition de cette salle et nos débats depuis 1h30 montrent combien ce pays, une fois de plus, est riche
à la fois de cadres, de gens intelligents, de gens compétents dans tous les domaines. Autrement, dans ce pays, tout a été dit, tout a été écrit, tout a été consigné dans des rapports, dans des recommandations, issues d'ateliers, d'études comme celle-ci, etc., etc. Nous le savons. Tout ce que nous disons ici, il n'y a rien de nouveau. Et quelqu'un a posé la question, nous l'avons. Évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner dans la suite de cette étude qui est plus récente, d'autres que nous avons faites dans ce pays, d'autres instances encore beaucoup plus importantes, qui ont généré des choses sur lesquelles, si on s'était appuyé là-dessus, à mon avis, je ne dis pas que ça en serait sorti, mais aujourd'hui, on n'en serait pas là à avoir ce niveau de solution. Rappelez-vous, il y a plus d'une dizaine d'années, tout ce que ce pays compte, comme valeur, comme personne, comme ressources, comme intelligence, s'est réuni autour de ce qu'on appelle les financiers nationaux, qui ont quand même produit, et si on n'est pas capable d'aller puiser là-bas, toutes ces études-là ne pourront pas nous sortir. C'est ça que je voulais en fait mentionner, parce qu'on ne l'a pas mentionné dans nos échanges, et je crois que les assises nationales ont été un moment important de réflexion qui a produit du savoir, et c'est le problème de notre pays, le problème du Sénégal, c'est qu'en fait, nous n'appliquons pas les choses sur lesquelles nous nous mettons d'accord. Et vous tous, vous connaissez l'anecdote de pays africains qui disent laissez-les réfléchir, nous allons mettre en œuvre. Et en ce qui concerne les assises nationales, il y a des pays qui les mettent en œuvre. En tout cas, une partie de ce que nous avons tout au moins retenu de ces assises est en train d'être mise en œuvre. S'il vous plaît, faisons en sorte en tout cas de préserver ce pays parce qu'il est magnifique, parce qu'il est beau et parce qu'il doit être capable de nous projeter vers des lendemains meilleurs et méchants. Pour ce faire, je pense, une chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, c'est qu'il faudrait que la politique, en tant qu'activité, la fonction politique, cesse d'être l'entreprise la plus rentable et sans frein. Je pense que si on y arrive, et ça ne va pas être le gouvernement tout seul. Encore une fois, toutes mes excuses à les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer. Je vais demander donc à nos deux panélistes seniors de bien vouloir apporter une première synthèse de tout ce qui s'est dit avant que Maïssa ne nous rejoigne pour la conclusion. Donc la panéliste senior numéro 1, ce qu'elle retient, c'est un consensus fort sur le fait que ce pays dispose d'atouts énormes. Moi, je dirais que son atout premier, c'est sa population. Nous savons réfléchir, nous savons créer des textes. Là où nous ne sommes pas très forts, c'est pour les appliquer. Nous sommes un pays riche de personnalités brillantes, mais très médiocres dans le collectif. Donc, c'est l'objet vraiment de ma Sénégal, c'est comment arriver à réorganiser ce collectif. Parce que sinon, nous ne nous en sortirons pas. Quelqu'un a dit le monde avance et nous ne devons pas rater le train. Mais chacun monte sur le train avec son propre bagage, avec qui il est. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ce qui constitue notre patrimoine commun, sur ce qui constitue notre idéal commun, je pense que nous risquons de rester sur la gare. Et Yann, j'en profite pour te répondre rapidement. J'ai reçu un petit mot, tu disais que tu n'avais pas répondu à ta catégorie sur l'évaluation. Je pense que Linda l'a bien dit. C'est ça notre problème. C'est que on part d'un instant donné. C'est ce travail qui a été fait par les assises nationales. On fait un diagnostic. De ce diagnostic sortent des recommandations. On est censé implémenter et évaluer. Et on recommence parce que c'est itératif. Ici, souvent,
nous nous arrêtons au stade de la recommandation. Quand nous l'appliquons, nous ne l'évaluons pas. Je trouve triste que notre système éducatif relève encore de ce que les colons nous ont laissé. Mais le système colonial, il a mis en place un modèle d'école qui correspondait à ses besoins. Il fallait des subalternes pour servir les besoins de la métropole. Si c'est ça notre ambition, plus de 60 ans après, nous avons maintenant un souci. Oui, il y a le manque d'évaluation, pour moi, est constitutif d'un certain manque de transparence. Nous devons responsabiliser nos dirigeants. À tout pouvoir doit correspondre une responsabilité et un système de surveillance pour s'assurer que les sanctions applicables quand une responsabilité est mise en cause, que ces sanctions sont effectivement appliquées. D'autres pays africains sont en train de le faire et de nous dépasser. Je suis chauvine comme tout le monde, hein. Vraiment, je pense que nous méritons largement mieux que la place que nous occupons aujourd'hui. Merci beaucoup et je salue la qualité des échanges, surtout sur les questions aussi essentielles que notre étude a voulu exposer sur la santé, sur l'éducation, sur la bonne gouvernance, sur l'emploi et sur l'habitat. Et ce qui est important, c'est que tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'une bonne gouvernance, mais du bon gouvernement aussi. Souvent, le bon gouvernement. Pour moi, c'est le bon gouvernement qui règle le problème. Aujourd'hui, jusqu'à présent, je dis souvent que les hommes les plus actifs de pouvoir sont les mieux placés pour l'obtenir et ils vont être pour l'exercice. Et le malheur est que tant qu'on ne règle pas, on n'a pas de bon gouvernement, il est difficile de régler les problèmes du Sénégal. Mais ce qui me rassure, c'est que maintenant le peuple est surveillant. Le peuple va se battre. Ça, je le dis aux hommes politiques, vous ne pouvez plus gérer comme on gérait la mise en quête. J'ai vu à côté d'un ministre, le ministre a pris son 25 francs, il a vraiment mettre des trucs dans la partie du ministre. Quand le ministre est sorti, dans tous ses états, je me dis, ah mais non, le ministre, c'est son argent. Il faut comprendre maintenant que lui, il pense que c'est son argent et qu'il garde autant de voitures et donc, il t'en faut. Essaye de parler à ces gens-là, pourquoi il fait ça de ta voiture? Nous avons tous nos voitures, mais il vient. Et quand il a demandé au garçon, vous volez tout l'argent des trucs, vous devez sortir de la France, vous devez sortir du français. Pas un jeune de moins de 15 ans. Un discours tellement révolutionnaire. Je dis que de toute façon, maintenant, nous sommes tranquilles parce que ces jeunes-là ne vont pas vous laisser tomber. Pour que vous réglez le problème, pour que ces jeunes-là règlent le problème. Et je pense que, comme l'a dit Théaba tout à l'heure, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est l'évaluation. Et les hommes politiques créent quelque part cette direction d'évaluation des politiques publiques, mais qui l'évalue bien. Parce que jusqu'à présent, l'homme politique sénégalais pense qu'il faut faire des infrastructures. Le peuple, naïvement, va dire que c'est bon. Après, oui, au moins il a fait ça. Parce qu'ils sont dans le visible, dans le tangible, mais pas dans la bonne gouvernance. L'exemple le plus éloquent, on a mis en place un BRT, tout le monde dit que c'est bon. Mais pas pour l'économiste que je suis, on dit qu'on dépasse 416 milliards pour 180 bus. Or, à plus de 75 milliards, ils transportent 2 millions de personnes par jour. Et c'est privé, l'État ne dépense absolument rien. L'autre, on va mettre 416 milliards pour 180 bus qui va transformer 200 à 300 000 personnes. Chaque mois, chaque année, on va mettre encore 17 milliards. Après, on met Dakar Début, on met 400 000. C'est ça le problème. On n'évalue pas les politiques. On met 450 milliards sur l'emploi des jeunes. Ce n'est pas bon, on met encore 450 milliards. Parfois, tu as du mal à comprendre c'est quoi la logique de l'homme politique, si ce n'est essayer de voir comment se trouver. Et je pense que nous sommes d'accord sur la bonne gouvernance et nous appelons aux hommes politiques de comprendre que le peuple maintenant vous surveille et vous avez fait plus de choix.
Pour conclure cette rencontre et cette présentation de l'équipe citoyenne, je vais appeler Brice Attal, consultant et vice-président de la Sénégal, pour les dernières minutes. Merci Abdelaziz, merci et salam alaikum. Merci Kaba, merci professeur Maïko, Idrissa et Fatou. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, moi, mon nom c'est Brice Attal. Je suis consultant, je suis associé dans un cabinet, je suis basé à Paris. Je suis là-bas depuis une trentaine d'années, mais j'ai toujours été très proche du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, à guise de conclusion, ça va être difficile de faire une conclusion après le professeur Khalim et Tchaba. Mais si je veux peut-être résumer la chose, en tout cas la lecture que nous avons, mais je pense que nous partageons tout ça, c'est qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Si on regarde la carte du monde, on est un petit pays dans une grande agglomération. C'est à peu près quoi, 19 millions d'habitants, c'est ça 18 et des poussières. Et si on devait faire un classement, première ligue, troisième ligue et tout, on classe les pays là. Sénégal, on joue à quelle division? Voilà, donc et ça, donc on fait partie de ce qu'on appelle les pays les plus pauvres au monde. C'est ça la situation. Les pays les plus pauvres au monde. Et ça, depuis l'indépendance. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut continuer? Là, on est en 2024. Donc avec Maman et Amadou qui est là, notre chef ministre, il y a 10 ans, 12 ans, quelqu'un parlait des assises nationales, on se posait la même question. On se dit, voilà, on est en 2009. Est-ce qu'en 2024, on veut toujours rester pauvre? On a dit non, on ne veut pas rester pauvre. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se mobilise, on essaie de faire quelque chose. Le résultat, c'est que 10 ans après, on est encore là. Et la question, c'est est-ce qu'en 2034, et j'espère que tous ces gens qui sont là seront là, Inch'Allah, est-ce qu'on veut toujours rester pauvre? La question, c'est ça. Il y a des pays qui ont réussi en 10 ans, en 20 ans, de changer complètement le monde. Moi, je suis allé au Maroc, j'en parle pas. Maintenant, vous voyez, Casablanca, il y avait des bidonvilles comme à Dakar. Je suis allé au Maroc. 10 ans après, 15 ans après, Casablanca, il y a plus de bidonvilles. Tout est nickel, c'est clair, c'est tracé. Je suis parti au Bénin, pas loin d'ici. Comme je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient, les Sénégalais réfléchissent. Le Bénin, je vous donne un exemple, parce que voilà, j'ai accompagné le président Talon. On a fait du copier-coller du PSE. J'ai eu l'occasion de travailler avec le PSE qui a été lancé par Amadou. Il est très modeste, mais c'est lui, en tant que ministre de la Jeunesse. Donc, maman et moi, on avait la chance de l'aider un peu, mais c'est lui. Ils ont fait copier-coller le PSE. Je suis allé là-bas. Je vais vous montrer les photos pour ceux qui l'ont. Cotonou, je n'ai pas vu de marchand ambulant ou de quelque chose qui traîne sur la rue. C'est tracé, c'est clair. Je suis allé voir le site du Logique B, 1600 hectares, l'équivalent de Diamant, c'est tracé. Les entreprises sont là et ils sont sur la route et ils avancent. La question, c'est pourquoi le Sénégal? On n'y arrive pas alors qu'on a des intelligences. Voilà, et je pense que c'est pour répondre à ces questions-là que le Sénégal s'est encore remobilisé parce qu'ils sont humains. Qu'est-ce qu'on fait? On les a politiques, non? Là, les gens se sont remobilisés. Ils ont effectivement allé au contact des populations. Ils ont posé des questions. Ils ont réuni des spécialistes qui ont réfléchi à des solutions. Et ce que l'on souhaite, c'est que l'ensemble de ce qu'on appelle des écoutes de ces données soient mis à disposition des politiques pour qu'ensemble, on trouve la trajectoire. Parce que pour l'instant, on peut dire ce que l'on veut. Je ne sais pas ni de gauche ni de droite, mais nous sommes collectivement toujours en division honneur et non même pas. D'accord? Et si on veut rester en navétane ou en division 2, on continue à faire ce que l'on fait. En pensant que prendre l'argent, donner des marchés à Massamba, faire ceci, ça marche, mais ça ne marchera pas. Et on pense qu'on est plus intelligent que les autres. On n'est pas plus intelligent. En tout cas, nous avons une chance, encore une fois. Donc là, on remet le compteur à zéro. 2024, on va avoir une nouvelle législature, un nouveau régime. On espère en tout cas avoir des bases solides. Et on souhaite que, de grâce, qu'on parte sur la bonne trajectoire. Et je suis sûr que l'ensemble des Sénégalais, là, dans le panel, mais tout le monde est d'accord sur le sujet. Et on ne se bat pas contre nous, on se bat contre les étrangers. Ou le pays, parce que, disons, l'ensemble des pays. Parce qu'aujourd'hui,
au niveau mondial, c'est une compétition. Les Chinois veulent que les Chinois soient les meilleurs. Les Américains, vous les connaissez, ils veulent être toujours les meilleurs. Les Français, ils veulent protéger le pays. Nous, notre vie n'est pas simple en France. On se bat et tout. Mais les Français veulent d'abord les choses pour la France et après le Sénégal après. Mais le Sénégal, on va faire la même chose. On va faire de sorte que, au lieu d'être là, on donne de l'argent pour dire, allez, on vous aide au développement, mais on n'a pas besoin de cet argent. En réfléchissant, en travaillant sérieusement et éviter de penser que Yalla Barna va nous aider, on peut résoudre nos problèmes. Et en prenant effectivement, je pense que l'ensemble des gens qui ont intervenu ont donné l'essentiel. Je pense que nous avons compris. Il faut qu'on puisse partir de nous-mêmes, analyser la chose, travailler. Il n'y a pas un développement qui tombe du ciel. Il y a un de mes cousins qui me disait, tu es enfant depuis 30 ans. Je dis oui. Il me dit, est-ce que tu as vu une fois quelque chose qu'on t'a dit c'est Dieu qui l'a fait? Je dis non, je n'ai jamais vu. Parce que c'est le travail qui donne des résultats. Et une fois que le travail donne des résultats, effectivement, on peut développer notre pays. Donc je ne vais pas être plus long, mais je pense que nous sommes tous animés de la même dynamique. En tout cas, l'équipe de Sénégal, sous l'impulsion de Tchaba, c'est des ressources qui sont à disposition de personnes et de tout le monde. On a réfléchi, il y a énormément de contenu. Ce que l'équipe a présenté ici, c'est même pas 5% du travail qui a été fait. Et les équipes sont prêtes pour se mobiliser, pour accompagner qui de droit, pour tracer la trajectoire, parce que tracer une trajectoire pour le développement, c'est pas, je veux dire, de l'amateurisme, c'est le professionnalisme. On peut le faire. On peut structurer, on peut effectivement s'appuyer sur les jeunes, les mettre au bon endroit. Et si on cherche quelqu'un pour diriger une boîte, on met comme tout le monde le fait. On cherche avec un processus, on va aller demander des spécialistes, ils nous proposent 3 profils, on choisit le même profil, on lui donne les règles, et le pays se développe. Et on développe les pays, voilà, on développe nos secteurs, que ce soit l'industriel, que ce soit l'aéronautique, que ce soit la poste. Voilà. L'ensemble des secteurs sont importants et nous avons les capacités de le faire. Et si on ne le fait pas, il n'y a pas de problème. On va continuer à être pauvre. Moi, quand j'étais jeune, les gens quittaient le Cap-Vert. D'accord? Moi, j'habite là, pas loin d'ici. Cap-Vert, PIB par tête d'habitant, $700. Sénégal, à l'époque, on était au environ de 1000. Donc, les Cap-Verdiens, ils quittaient le Cap-Vert. Ils étaient peintres, ici à Dakar. Ils étaient cordonniers et coiffeurs. Je suis parti à Praia durant l'été. J'ai vu des Sénégalais être des, comment dirais-je, des vendeurs à Praia. Les Cap-Verdiens viennent d'eux. Ils nous ont dépassés. Aujourd'hui, notre PIB par tête d'habitant, c'est $1 700, donc pays de vous. Cap-Vert, $1 700. Praia, nickel. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, merci en tout cas. Alors, Tchaba m'a dit que sur les. Oui, voilà. Effectivement, Demain Sénégal est une initiative qui vous appartient à tous. Ça ne pas à Tchaba ni à moi-même. On est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à faire des propositions. Donc, le travail aujourd'hui qui a été fait est consolidé. Nous avons organisé. Oui, voilà, c'est tout à fait. Il y a après qui rappelle qu'il faut mettre des sous, il a raison, parce que ça coûte l'argent. C'est un bon point. Et donc, les prochaines étapes, comme l'a déjà dit Tchaba, l'étude est disponible, on va le mettre à disposition des candidats et leurs équipes. Nous allons consolider tout ça dans un livre blanc. D'accord? Le livre blanc va être disponible d'ici le 20 janvier. Nous souhaitons engager des discussions ouvertes avec les candidats qui seront sur la liste. En tout cas, on souhaite tous que vous soyez retenus après le parrainage. Et qu'on puisse échanger avec eux pour leur dire voilà ce que les Sénégalais pensent. Voilà les propositions des spécialistes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des solutions? Oui, non, on peut vous aider. Mais voilà. Et après, effectivement, pour que les Sénégalais sachent ce que propose, qui propose quoi. Parce que aussi, effectivement, il y en a un qui en a parlé, on n'a pas de visibilité. Et la politique qui dit, voilà, avec les meetings, on réunit, on mobilise, comme on dit. Les Sénégalais, comme dit le professeur Khalid, ils ont dépassé ça. Mais il y a un jeune qui est venu la dernière fois me dire, oui, je l'ai vu avec un t-shirt d'un candidat que je n'en avais pas. Je dis, mais ah bon, tu sais pas ce candidat? Il me dit, écoute, je mange et je vois quelqu'un.
Donc en groupe, les Sénégalais maintenant, c'est d'autres, voilà, les jeunes qui sont dans les meetings là, c'est pas ceux qui votent à 100%. Et ça, on le sait. Et donc tout ça pour dire qu'on a le même pays, nous avons le même objectif, nous avons des ressources, mais ensemble, si on construit ces ressources-là, on les construit, nous sommes capables de faire décoller la machine. Si on ne décolle pas la machine, il n'y a pas de problème, moi je vais rester en France. Les autres vont nous dépasser, et puis les Sénégalais vont les retrouver à Praia en train de vendre la base. Merci. Donc vous êtes tous invités à un petit cocktail pour continuer certaines conversations avant d'entrer à la maison. Jabal. mu ngi direct ba léegi de mu ngi direct ba léegi de